Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, le secteur du transport toujours en crise. Après les syndicalistes, c'est au tour du regroupement des camionneurs de Touba de décréter 2 jours de grève. C'est pour dénoncer certaines mesures prises par l'État dans le cadre de la sécurité routière. Précision à suivre dans ce journal avec Goran Laclos. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels procède à la vente aux enchères des biens saisis par la justice. Il s'agit entre autres de véhicules, motos, téléphones portables exposés au musée de la civilisation noire. Le directeur de l'ONRAC rassure quant à la sûreté de ces biens. Précision à suivre dans ce journal. Marine Le Pen face à Mahmoud Ibra Kane. Dans un entretien spécial, la présidente du Rassemblement national pointe du doigt les dirigeants français comme principal responsable du sentiment anti-français noté depuis un certain temps en Afrique. Ses regrets pour l'échec de l'opération Barkhane. Extrait à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Grève illimitée des transporteurs. Le regroupement des camionneurs de Touba vient de décréter 48 heures de grève. C'est pour dénoncer certaines mesures prises par l'État. Le président du regroupement des chauffeurs de camions fustige la démarche des syndicalistes qui, selon lui, n'agissent que pour leurs intérêts personnels. Les précisions de Goran Laclos. La grève illimitée des transporteurs ne laisse pas indifférent le regroupement des chauffeurs de camions à Touba, où le président des camionneurs élève la voix et décrète 48 heures de grève seulement pour soutenir le mot d'ordre de grève. Liñ ci participer ak benn façon la bokkul ak comme ni sunu camarade syndicat Alassane Ndoye wala Gora Khouma wax. Nous avons suivi le mot d'ordre de grève, mais cela ne veut pas dire que nous sommes en phase avec Gora Khouma ou Alassane Ndoye. Nous avons jugé nécessaire d'observer un arrêt de travail de 48 heures pour déplorer certaines mesures prises par l'État. Nous avons vu que certains syndicalistes n'œuvrent que pour leurs propres intérêts. Ils prennent souvent des décisions inadéquates. Mais Touba nag dafa jot état xam ne am na regroupement camion bu am doole bu mag bu fi ne. Ainsi, le président du regroupement des chauffeurs de camions tire à boulet rouge sur Gora Khouma, Alassane Ndoye et compagnie. Ginnaaw Dakar, Touba la. Nous avons mis en place ce regroupement car nous ne voulons plus que des syndicalistes nous dictent leurs lois. Nous sommes plus de 800 camionneurs car Touba reste la seconde capitale du pays. Donc nous avons aussi notre mot à dire. À cet effet, les camionneurs de Touba invitent l'État du Sénégal à revoir le secteur du transport. Les chauffeurs vivent dans des conditions dérisoires. Certains d'entre eux n'ont même pas de salaire. Les syndicalistes n'ont posé aucun jalon pour l'amélioration des conditions de vie des chauffeurs. Donc, nous pensons que l'État doit réorganiser ce secteur et donner plus de crédit aux chauffeurs. Face à la presse, le regroupement des chauffeurs de camions de Touba déplore les tracasseries policières toujours notées sur les routes. Et je vous le disais tantôt, des biens saisis par la justice sont exposés au musée de la civilisation noire. Véhicules, motos, téléphones portables, entre autres, sont exposés sur les lieux et vendus à prix cadeau et des visiteurs viennent en profiter. Le reportage est signé Khadija Ndatouf. Le 3e étage du musée des civilisations noires abrite les ventes aux enchères. L'Office national de recouvrement des affaires criminelles expose son butin. Il a pris 180 000 francs CFA. Téléviseur, marque... Avec leurs papiers numérotés, la guerre des billets se poursuit. 300. Cette femme est venue pour un véhicule 406. Elle la veut
à 700 000 francs CFA. 406 Peugeot. Je compte l'acheter à un prix à peu près à 800 ou bien 700 000 parce que le prix de départ c'est 570 000. Elle dit préférer la vente aux enchères car les choses qui y sont exposées sont moins chères. Je préfère les ventes des enchères parce qu'au niveau des parkings, les voitures sont trop chères. J'ai choisi la vente aux enchères pour avoir un meilleur prix. Cet homme a déjà repéré 2 voitures et un salon. Ah oui, là, parce que je suis venu particulièrement pour d'abord acheter un téléviseur de 86 pouces, ensuite pour le salon en cuir, ensuite j'ai repéré 2 voitures, la 308 et la Toyota Camry. Maintenant, pour les 2 voitures, bon, pour la 308, la mise de départ c'est 1,200, pour la Toyota Camry c'est 2 400 000. Cependant, ce qui le dérange, ce sont les 15% qui se rajoutent au prix de vente. Dans la seule mesure où il y a déjà des frais à supporter de 15%, des frais d'actes, des frais de documents, maintenant de 15%. Donc si vous faites 15% de 200 millions, ça fait 300 millions. Donc si c'est 3 millions, ça fait 300 000, pardon. Donc 450 000 pour des prêts, alors que vous pouvez avoir la voiture moins. Donc c'est ce qui risque d'empiéter un peu le fonctionnement des choses. Mais bon, on est là, on espère que voilà, on va avoir quelque chose de toute façon. Voilà. Je vous en prie. Merci. C'était le dernier jour de la vente des biens au musée de la civilisation noire. Ainsi, un autre se poursuivra à Kédougou ce 31 janvier. Khadija Ndadjouf, notons que l'argent qui découlera de cette vente ira dans les caisses de l'État, selon le directeur général de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Mor Ndiaye rassure également quant à la sûreté de ces biens vendus aux enchères. Je vous propose de l'écouter au micro de Khadija Ndadjouf et Augustin Mandang. L'argent qui résultera de cette vente sera déposé dans un compte dépôt qui est ouvert au niveau de la caisse dépôt-consignation. Mais à ce niveau, il faut faire la distinction de 2 choses. La première chose, c'est que pour les biens qui sont saisis, c'est d'abord une consignation provisoire du résultat du produit de la vente en attendant l'issue de la procédure, parce que c'est une dépossession temporaire. Et donc, si d'aventure il y aura une condamnation, ces montants seront virés dans les caisses de l'État, donc par le touchement du trésor public. Si, par exemple, entre-temps, il y a une ordonnance de non-lieu ou une décision de relaxation d'acquittement, ces montants seront restitués à leur légitime propriétaire. Donc la restitution ne sera plus en nature parce que le bien a été déjà vendu, mais la restitution, c'est une restitution à valeur. La deuxième chose, c'est que pour ce qui est des biens qui sont confisqués, c'est-à-dire que donc il y a une décision qui est devenue définitive. Là, ça abonde directement les caisses de l'État. Et on va faire ce qu'on appelle un transfert des fonds qui se trouvent à la CDC vers les caisses de l'État pour abonder le budget de l'État. Ouais, je disais tantôt qu'il est difficile à ce stade de dire que voilà le montant exact pour l'ensemble des biens parce qu'il n'y a pas encore, une vente. On va commencer incessamment la vente. Et c'est à l'issue qu'on pourra dire qu'exactement, voilà le montant approximatif résultant de cette vente. Il ne devrait pas y avoir de crainte ou d'inquiétude, parce que comme je dis, toutes les dispositions sont prises. C'est une dépossession, c'est l'État qui vend, et toute la documentation qui s'y est déjà préparée. Donc les futurs adjudicataires pourront se rapprocher du commissaire-priseur, pourront se rapprocher des services de l'ONRAC. Et en politique présidentielle 2024, pour le moment, le débat sur la candidature de la République ne se pose pas. C'est ce qui ressort de la réunion du secrétariat exécutif national du Parti socialiste. Selon Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS, le parti continue son compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il renouvelle sa position sur la 3e candidature. C'est un compte-rendu d'Aïssatou Kane. Attendu sur la question du 3e mandat après la sortie du porte-parole, le secrétaire exécutif national n'a pas voulu trancher. La présidentielle de 2024 n'est pas encore à l'ordre du jour pour le Parti socialiste, selon Abdoulaye Wilane. Pour nous, socialistes, le débat sur une candidature à la présidence de la République ne se pose pas. Pour le moment, nous ne pouvons pas construire ce pays en mettant notre pays tout le temps en campagne électorale. Et au mieux,
dans notre coalition, vous n'avez pas encore entendu quelqu'un issu des différentes formations qui composent notre formation dire qu'il est candidat à une candidature. Alors, pourquoi donc voudrait-on que le Parti socialiste soit le premier parti membre de la coalition et surtout que c'est un parti membre d'une sous-coalition qui ouvre ce débat-là? Droit dans leurs bottes, les socialistes réaffirment leur ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, poursuit le député président du conseil départemental de Kaffrine. Tous les camarades, il n'y en a pas un seul, y compris moi-même, qui ait donné un point de vue qui va dans un autre sens que nous continuons, nous socialistes, à assumer notre ancrage dans Benno et faire en sorte que les pêcheurs en eau trouble et les oiseaux de mauvais augure se rendent compte que les socialistes restent debout, résolument engagés à servir le Sénégal dans le cadre de cette belle expérience que nous sommes en train de mettre en œuvre, à savoir Benno Bokk Yakaar. Sur la limitation des mandats présidentiels qui a nourri des supputations, Abdoulaye Wilane réitère ses propos. Bien que ce bruit et le brouhaha qui a accompagné les commentaires post-interview, et le porte-parole que je suis avait clairement indiqué que le mandat, au terme de la Constitution, est de 5 ans renouvelable une seule fois. Une opportunité saisie par le Parti socialiste pour inviter la base à tenir des assemblées d'information et de mobilisation mensuelles. En politique, toujours attaqués par leurs camarades du Parti démocratique sénégalais, les responsables qui procèdent actuellement au montage des secteurs et au placement des cartes disent être plus que jamais dans le PDS et déplorent la division entretenue par le président de la fédération départementale. Mamadou Ndoye, responsable du Parti démocratique sénégalais à Rufisque Nord, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Ils ont fait une sortie attaquant le frère Saloui Dieng. Saloui Dieng n'est pas responsable de la situation qui prévaut à Rufisque. Saloui Dieng a tout fait pour que nous puissions travailler dans l'unité. Mais malheureusement, notre frère Daouda Niang, le président de la fédération, n'a pas voulu cela. Et il nous a empêchés depuis 1 an de recevoir nos cartes. Remercions aussi le frère Saloui Dieng d'avoir respecté les directives du président Abdoulaye Wade et de nous avoir remis nos cartes que nous sommes en train de placer. Et c'est justement ce placement de cartes qui nous a amenés aujourd'hui dans un quartier de Rufisque Nord qui est Nimzat. Actuellement, le montage des secteurs montre que personne n'est plus rien du tout. Nous sommes tous des militants de base. On est en train de renouveler. Ils ne savent pas ce que ça veut dire renouvellement. Renouvellement des structures. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a plus de la légitimité. On va montrer notre légitimité à la fin des montages et à la fin du processus. Nous sommes restés PDS. Nous avons voté pour Wallou. Nous ne sommes partis dans aucun parti. Dans l'actualité également, l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit a reçu le ministre de tutelle dans ses locaux, occasion pour l'UMSEC de vulgariser son apport dans le monde de la microfinance. La ministre Victorine Dey promet quant à elle d'accompagner davantage les femmes et les jeunes. Elle est au micro de Khadija Ndakdiouf. Ce que vous faites en zone urbaine, en zone périurbaine et rurale, c'est aujourd'hui ça l'orientation de l'État. C'est être à côté des acteurs, c'est accompagner l'agriculture, accompagner tous les secteurs qui sont vraiment porteurs de développement de nos terroirs. Et vous l'avez dit, vous le faites comment? En impliquant aussi les collectivités territoriales. Pour nous parler de la promotion de la microfinance, va au-delà de donner des financements. C'est ce dispositif qu'il nous faut mettre en place à travers aussi l'économie sociale et solidaire. Accompagner ces acteurs, les capacités de manière à ce qu'ils soient des produits, à ce qu'ils soient des acteurs capables à même de consommer ces produits de la microfinance et qui limitent ce part dont vous avez parlé à 0%. Pourquoi cela a été possible? Cela a été possible parce qu'il y a eu quand même toute une organisation auprès des femmes. Et le plaidoyer que j'allais lancer et que je me rends compte aujourd'hui, il n'est même pas la peine, c'est redondant d'en parler.
Parce que je venais aussi pour faire le plaidoyer pour les jeunes. Si les femmes, auprès des femmes, on est arrivé à avoir ce taux de remboursement, c'est parce qu'ils ont été organisés, c'est parce qu'ils ont été préparés, c'est parce qu'elles peuvent consommer ces produits. Mais aujourd'hui, il nous faut faire le même travail auprès des jeunes. Nous sommes ensemble. Nous avons le même objectif, nous avons les mêmes cibles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer notre... Madame la Présidente des femmes, pour l'audience, c'est moi qui vous demande une audience. C'est moi-même qui ai besoin de cette audience et c'est moi-même qui vais me déplacer. Parce que nous sommes ensemble. Et puis, à quelques jours de l'inauguration de la grande mosquée Thierno Mamadou Saïdouba de BOP, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie était sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les populations de BOP ont saisi l'occasion pour interpeller le ministre sur leur cadre de vie. C'est un reportage de Mamadou Dian et Seleman Diallo. Du haut des minarets, aux alentours de l'esplanade, tout comme à l'intérieur du lieu de culte, ouvriers et peintres s'attellent aux travaux de finition du sanctuaire. La grande mosquée Thierno Mamadou Saïdouba de BOP s'apprête à ouvrir ses portes aux fidèles. Le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow sur les lieux ce vendredi matin pour constater l'avancement des travaux. Je constate que les travaux se déroulent bien. Il y a simplement lieu de poursuivre le suivi, comme le veut le chef de l'État, mais aussi comme le veut la communauté. C'est la communauté d'Intel Dakar de Médina Gounass, dirigée par le calife Thierno Amadou Tidiane Ba. Cette mosquée est un lieu pour adorer Dieu, un endroit de pénitence, un lieu qui regorge beaucoup de secrets. L'UCG veille à la propreté du lieu de culte et ses alentours. Le ministre a arpenté quelques artères où l'assainissement fait complètement défaut depuis des années. D'après les riverains, ces services sont prêts à agir. Nous partageons cette compétence avec la commune. Certaines doléances ont été posées. Certaines d'entre elles trouveront une solution tout de suite. D'autres seront programmées en relation avec les populations. C'est ça aussi une des retombées de cette mission que le chef de l'État nous a confiée. Et je crois que rien que cette mosquée, au-delà de l'aspect culturel, de l'aspect religieux, c'est une belle architecture que le chef de l'État a contribué à mettre en place ici. La SONAGED, Société nationale de gestion intégrée des déchets, et la direction du cadre de vie vont mobiliser 1000 agents pour une journée de nettoiement du lieu de culte. Ce samedi, le fondateur de Médina Gounass, Thierno Mamadou Saïdouba, a implanté la mosquée de BOP en 1975. Le sanctuaire sera officiellement inauguré ce 5 février en présence du calife Thierno Amadou Tidiane Ba et des hôtes provenant des 4 coins du globe. Le groupe comptoir commercial Baramboupa consacré 3 jours à la célébration de ses 30 ans d'existence. Ce jeudi, l'homme d'affaires a indiqué que son groupe est aujourd'hui l'un des acteurs économiques privés à capitaux sénégalais les plus dynamiques, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards hors taxes et 600 salariés. Les précisions de Serine Boup, président du CCBM, au micro de Mafalfal. J'ai vu ici l'engagement que les personnels ont pour accompagner le CCBM et de travailler ensemble. Et vous savez bien que c'est pas si c'est difficile, mais si vous êtes accompagné avec une équipe dynamique, compétente, vous n'aurez plus aucun problème. Et nous espérons que CCBM va réaliser ses rêves et va réaliser quelque chose de très important et arriver à développer des solutions sénégalaises par et pour les Sénégalais. Nous avons pu rentrer dans des secteurs qui étaient uniquement réservés aux étrangers. Nous avons rentré en le développement en arrivant à stabiliser les prix. Aujourd'hui, grâce à CCBM, que l'électronique est devenue acceptable pour tout le monde. Et grâce à CCBM, beaucoup des entreprises, des commerçants se sont impliqués. Et grâce à CCBM, dans le domaine de l'automobile,
nous l'avons redynamisé et aujourd'hui, l'automobile neuf est devenu des produits accessibles à tous les consommateurs. SCBM Immobilier, nous avons dit ce matin et nous avons bien entendu le rêve que le Premier ministre a dit. C'est une nécessité pour nous développer ce secteur qui est un secteur important pour le développement économique et social du Sénégal. À l'endroit de ces jeunes, il faut qu'ils développent l'esprit de créativité et l'engagement et l'esprit de solidarité et de performance. Moi, c'est ça que je leur dis. Et de leur dire qu'ils n'ont qu'à essayer de faire tout ce qu'ils peuvent. Parce que j'ai dit toujours à mes enfants, Boulgantou Sabop. Ça veut dire que Boulgantou Sabop ne dit pas ça, c'est pas possible. Dit toujours c'est possible. Même si c'est difficile, essaye de se relever et d'avancer. Et je pense qu'avec ça, nous y arriverons. Parlons à présent des préparatifs de la foire internationale de Kaolack prévue du 25 janvier au 15 février prochain. Plus de 1000 exposants y sont attendus. Un CRD pour la bonne tenue de l'événement a réuni les organisateurs et les autorités compétentes. Adam Assar pour le compte-rendu. Prévu du 25 janvier au 15 février, les organisateurs de la foire internationale de Kaolack attendent plus de 1000 exposants. La FICA, comme d'habitude, ne fera pas moins. Dans les exposés, on l'a dit. L'année dernière, en 2020, nous étions à 800 et quelques exposants. En 2021, malgré la période difficile, la récession économique due au Covid, nous étions à 1052 exposants. Et là, on a déjà dépassé les 1200 exposants. Donc, c'est pour ça que je vous disais que carrément les résultats sont déjà atteints, mais on a toujours des solutions complémentaires pour pouvoir aujourd'hui accueillir des exposants importants. Pour la FICA de l'édition 2023, les artisans vont occuper une place importante. La FICA, c'est les artisans locaux. Donc, c'est une appropriation de la FICA par les artisans locaux qui ont toujours été présents dans tous les services, en tout cas toutes les offres qui existent au niveau de la foire. Quand on visite l'exposition, c'est des produits artisanaux, surtout faits par des artisans locaux qui y sont présentés. Mais toutes les autres organisations, notamment le Djongante Togo Saloum, c'est l'art culinaire qui met en exergue vraiment la gastronomie locale. Et ça, je pense que la transformation, la restauration, tout ça, c'est des produits artisanaux. Les artisans locaux sont fortement intéressés, fortement impliqués. Et même, nous avons beaucoup de groupements de femmes qui s'activent dans le domaine de l'artisanat, qui participent en amont et en aval à l'organisation de la foire, mais aussi aux activités déroulées durant la foire. Le thème retenu cette année est « Souveraineté alimentaire et contexte économique global ». L'urgence d'une résilience des terroirs. Santé publique et télécom, l'ARTP aux côtés du monde de la santé pour prévenir les effets néfastes des installations télécom sur la santé des populations. Le régulateur et le ministère de la Santé ont publié les résultats de l'enquête. Pour le moment, les populations ne sont pas affectées. Les explications du professeur Mamadou Mbodj, chef du département de biophysique à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au micro d'Ousmane Gueye. Ce partenariat avec le ministère de la Santé vise à protéger les populations contre les rayonnements électromagnétiques. Ces rayonnements sont subdivisés en deux groupes. Nous avons les rayonnements ionisants, dont les effets sont connus et principalement utilisés en médecine, en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire. Nous avons les rayonnements non ionisants, principalement utilisés dans les ondes de communication. Pour ce qui est de ces rayonnements, à présent, ces effets ne sont pas établis. Mais des travaux de laboratoire ont montré chez l'animal quelques effets délétères, d'où la prévention. Cette prévention fait partie des missions principales du ministère de la Santé. Alors, elle consiste, cette prévention, à un contrôle de qualité des équipements de transmission, d'une part. D'autre part, à une surveillance épidémiologique des populations
vivant autour des installations, ainsi qu'une mesure des niveaux d'exposition. Je dois rappeler que nous sommes en permanence exposés à des rayonnements électromagnétiques. Tout est question de dose. Le fait d'utiliser des équipements qui rajoutent à l'exposition naturelle une exposition artificielle doivent nous faire observer des précautions. Et c'est en cela que ce partenariat est salutaire et que nous sommes avec la RTP dans une mission commune avec des objectifs communs. C'est la surveillance de la population d'une part, mais d'autre part l'utilisation de ces outils en toute sécurité. Puisque nous savons tous que ces outils ont un intérêt capital parce que nous permettent de se développer. Les outils de communication sont incontournables dans tous les domaines à nos jours. Affaire Suite Beauté, la balle est désormais dans le camp des protagonistes. Les deux parties ont jusque-là réclamé la tenue d'un procès pour édifier l'opinion sur les accusations que la masseuse porte sur le leader de PASTEF. Seulement, la dernière sortie d'Ousmane Sonko semble renvoyer les choses à la case de départ en dépit des dégâts engendrés. Et le respect du peuple dans tout cela, c'est un commentaire signé Khalifa Diakhaté. À la fin, ça devient puéril, irrespectueux vis-à-vis du peuple et injurieux pour la mémoire des 15 victimes de mars 2021. Oui, il s'agit bien de 15 morts. Nous avons tous en effet oublié de compter la présumée victime de viol et de menaces de mort, Dundam Guy, des Sakhakagen, aurait-on décrypté à travers les kandangs des bonnes femmes de son lointain village des îles du Saloum. Où est passé cet homme qui se disait pressé d'aller au procès? S'est-il embourbé dans la virtuelle entreprise de l'organisation de la désinformation dont le but n'était autre que de baliser la voie à un non-lieu dans ce dossier finalement devenu nébuleux à force de manipulation de part et d'autre? Je répète, je ne crois pas à un complot, mais tout indique que les séances de massage ont été instrumentalisées. Rappelez-vous, aux premières heures de l'implosion du Lupanar, je vous disais que sa seule chance de survie politique serait de s'approprier le théorème de l'enfant de grâce. Et naquit alors la thèse du complot, le dossier Casamancé, la France-Afrique, l'hécatombe de Mbekemi, le pétrole et le gaz, la présidentielle de 2024. Autant d'affaires dans l'affaire pour noyer le poisson. Cerise sur le gâteau, l'appel à la résistance. Bilan, 14 morts et on a oublié, et il le sait, de dire aux parents des victimes qu'il s'agissait d'un maintien de l'ordre. Par conséquent, les esprits avisés savaient très bien que la promesse d'une enquête n'était que de la poudre aux yeux pour apaiser les esprits surchauffés. Du début de l'histoire à nos jours, de l'eau a coulé sous les ponts. Certains ont choisi de boire de l'eau du Lété et ont décidé de considérer comme ennemis ceux qui se sont débarbouillés et qui ont comme seule aspiration le bien-être du peuple et la préservation de la stabilité du pays de l'Imam Moulay, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Al-Seyd Al-Hajj Malik Sy, Cheikh Al-Islam El Hajj Ibrahim Niass, pour ne citer que cela. À la fin, ça a tout l'air puéril. Le peuple en a assez d'être tourné en bourrique. Fort heureusement, j'ai la ferme conviction qu'aucun magistrat ne sacrifierait la vie sociale, familiale, politique d'un honnête citoyen pour servir des desseins non avouables. Tout comme aucun d'entre eux, Tibiri Naoulem, n'en ferait pas autant pour abréger les souffrances d'une citoyenne déjà à l'agonie depuis plusieurs mois. Gorsa Wardja, Adji Sarr, Ousmane Sonko, vous vouliez un procès, eh bien, il est annoncé. Ouyu Djilen, Yewi Askanui, nous voulons vraiment passer à autre chose. Et je vous l'annonçais dans les titres lors de l'entretien spécial de Mahmoud Ibra Kane avec Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, considère les dirigeants français comme étant responsables du sentiment anti-français qui jaillit depuis quelques années dans le continent africain et regrette tout autant l'échec de l'opération Barkhane au Mali. Elle est interrogée par Mahmoud Ibra Kane. Je pense que le désamour, il n'est pas à l'égard de la France, qui n'a pas beaucoup de responsabilités dans ce désamour. Ce sont nos dirigeants
qui ont une responsabilité. Encore une fois, entre le discours de Dakar, mais aussi le comportement d'Emmanuel Macron, je comprends que les Africains doivent se dire, mais somme toute, est-ce qu'il y a encore cette affection? J'avoue que j'ai été assez frappée quand j'ai vu les tweets de réponse au président Macky Sall, le côté moi je sais et je vais vous expliquer comment il faut faire. Je n'ai pas cette vision-là. Encore une fois, respecter la souveraineté d'un pays. Pour l'ancien président François Hollande, l'opération Barkhane au Mali n'est pas un échec. Êtes-vous de cet avis? Si, c'est un échec. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est un échec. Puisque on part, puisque on a perdu en quelque sorte la confiance et l'influence qui permettait de mener cette lutte contre les islamistes au Mali. Donc oui, c'est un échec. Marine Le Pen face à Mamoudou Khan, entretien spécial à suivre tout à l'heure à 20h45 sur ITV. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.